veux grandir. Je veux que ce soit un cauchemar. Je ne veux pas que ce soit ma vie. C'était un diagnostic qu'aucune famille ne devrait avoir à affronter. Un père de 3 enfants de 48 ans atteint d'un cancer du cerveau en phase terminale. Sa femme a utilisé TikTok pour gérer son chagrin. C'est juste difficile d'avoir cette vie et de n'avoir absolument aucun contrôle sur quoi que ce soit. Mais ce que personne n'aurait pu prévoir, ce sont les prochaines étapes qu'elle allait franchir. Assassiner son mari et 2 de ses 3 enfants, ne laissant derrière elle qu'un seul TikTok énigmatique pour essayer de donner un sens à tout cela. J'ai tellement de mal, je suis vraiment déprimée et je suis devenue très recluse. Ceci est Scandale, présenté par Law & Crime. Je suis Sierra Gillespie. L'épisode d'aujourd'hui de Scandale est vraiment lourd. Tout épisode où nous devons parler de meurtre est difficile. Je pense qu'une dimension supplémentaire apparaît avec des enfants impliqués. Et dans ce cas, nous avons 2 jeunes enfants qui ont été assassinés dans leur propre maison, tandis que leur petit frère de 3 ans a, de façon choquante, été épargné par tout cela. J'ai beaucoup de questions sur ce qui a mené à tout cela et je suis sûre que vous en avez aussi, alors commençons par les bases. Aujourd'hui, nous allons à Madbury, New Hampshire, à environ 65 miles au nord de Boston, sur la côte. C'est là qu'habitait Emily Long, 34 ans, avec sa famille. Son mari, Ryan Long, 48 ans, leur fils aîné Parker, 8 ans, leur fille Ryan, 6 ans et un fils de 3 ans. Nous ne révélerons pas le nom du fils pour protéger sa vie privée. Sur les photos, il semble que la famille Long était vraiment heureuse. C'est une famille typique de la Nouvelle-Angleterre. Ils ont de jolies photos attendrissantes. On dirait qu'ils sourient et profitent de la vie. Mais tout cela a changé lorsque Ryan, le père, a reçu une nouvelle dévastatrice en avril 2025. On lui a diagnostiqué un glioblastome, qui est un cancer du cerveau en phase terminale. Peu de temps après, Emily a commencé à faire des vidéos TikTok sur le parcours de Ryan, y compris son traitement contre le cancer et des mises à jour comme celle-ci. C'est juste que, d'accord, maintenant on a complètement perdu le contrôle. Pendant la radiothérapie, je sais que ça a été dur pour lui et l'a épuisé, son cerveau est enflé. Il ressent tellement de symptômes. C'était dur pour moi en tant que partenaire de le voir ainsi, mais maintenant, nous sommes dans une phase de surveillance où une récidive peut se produire, alors que pendant la radiothérapie, tout s'était complètement arrêté. Donc je ressens beaucoup d'anxiété à ce sujet. C'est difficile d'imaginer la vie sans ce traitement parce qu'on compte tellement dessus. Nous avons compté sur cela pour arrêter la croissance de cette tumeur. Et je ne peux pas imaginer ne pas avoir cela parce que c'était notre filet de sécurité, notre réconfort. Je suis juste curieuse comme quand tu dépasses le protocole standard de soins, car c'est peut-être le premier d'une longue série ou peut-être le seul. Soit beaucoup, ce qui veut dire que ces récidives sont traitables, soit aucune, ce qui veut dire qu'il n'a pas de récidive. Ce sont vraiment les 2 seules options que j'accepterais. Pendant ce temps, Emily a documenté la façon dont Ryan vivait le traitement, ses ressentis et a détaillé leur histoire d'amour. Dans ce TikTok en particulier, elle écrit « Regardez-moi me vanter de mon mari pendant 7 minutes ». Mais mon mari est en train de digérer l'information. Je trouve que c'est du bricolage, mais lui assimile tout et écoute. Il réfléchit à chaque aspect, chaque angle. Il joue toujours l'avocat du diable, même si ça me rend folle. Il est tellement réfléchi dans ses décisions. C'est la personne la plus éthique de toute la planète. Chaque décision qu'il prend est basée sur son code d'éthique. Et c'est tellement respectable. Je n'arrive même pas à gérer ça. Il m'a appris comment être une bonne partenaire. Il m'a appris à être vulnérable et, tu sais, à accepter de compter sur quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais été à l'aise ni douée pour ça. Comment demander de l'aide et toutes ces choses qu'il m'a apprises à travers notre relation. Et maintenant, je me dis juste, quel gâchis. Tu n'as même pas l'occasion de profiter des fruits de ton travail.
Tu m'as tellement donné et je n'ai même pas la possibilité de te le montrer et de le partager avec toi. Et je pense que c'est l'une des choses qui va me manquer, c'est de pouvoir lui montrer à quel point il a été merveilleux avec moi et qu'il puisse en profiter. Et je pense que ça me rend vraiment très triste. Mais ce que j'aime le plus chez lui, et quand je pense au moment où on ne sera plus ensemble, la chose qui me brise le plus le cœur, c'est à la fin de la journée d'être ensemble, que ce soit allongé dans le lit, en train de regarder une série ou simplement traîner dans la cuisine pendant que je lui raconte ma journée. Je travaille dans la restauration, donc chaque seconde de ma journée est un vrai chaos. C'est complètement fou et je vois des choses totalement dingues. Et puis dans ma vie privée, tout ce qui m'arrive est bizarre. Genre, j'expliquerai un jour, mais les gens que je croise à l'épicerie sont bizarres. Tout ce qui m'arrive ressemble à une blague. On dirait vraiment une émission de caméra cachée. Et j'adore lui raconter et résumer toutes les choses folles qui me sont arrivées chaque jour et qu'il me taquine et se moque de moi à propos de tout ça et juste toujours en train de me dire que je l'ai bien cherché parce que je suis tellement curieuse et fouineuse que bien sûr l'univers m'a bombardée de ces situations bizarres parce que j'ai envoyé cette énergie dans l'univers et j'adore vraiment la façon dont il me taquine. Ça me fait tellement rire que j'en pleure chaque soir quand il me dit « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment toutes ces choses peuvent-elles t'arriver ?» Et c'est vraiment mon moment préféré de la journée, m'asseoir et tout raconter. Et c'est tellement triste de penser qu'un jour, ça ne sera peut-être plus le cas. Un des sujets principaux des vidéos d'Emily était bien sûr sa famille dans son ensemble. Évidemment, elle parlait de Ryan, mais aussi de leurs 3 enfants, et elle abordait aussi les sujets difficiles, comme la façon dont elle a annoncé le diagnostic aux enfants. On a vraiment discuté en profondeur de ce qu'on allait dire, des mots qu'on voulait utiliser, de ce qu'on était à l'aise de leur révéler et de ce sur quoi on voulait se mettre d'accord, ce qu'on allait partager et on voulait s'assurer de ne pas leur mentir mais de leur donner des informations adaptées à leur âge. On s'est juste assis sur le lit et on leur a dit, tu sais, les médecins nous ont dit que c'est un cancer et c'est un cancer assez méchant. Dans le cerveau de papa. Tu ne peux pas l'attraper, il n'y a rien que papa ait fait pour que cela arrive et il n'y a rien que tu aies fait pour que cela arrive. C'était l'une des choses sur lesquelles nous avons vraiment insisté. Ce n'était pas contagieux et personne n'avait rien fait pour que cela arrive. L'autre point important sur lequel nous avons vraiment insisté, c'est qu'en ce moment, papa est en bonne santé, il est en sécurité. Et il n'est pas malade à cause du cancer. Au départ, on allait dire qu'en ce moment, il n'a pas de cancer parce qu'ils en ont techniquement retiré 99%. Mais ça n'a pas de sens parce qu'il a bien un cancer et nous allons devoir faire beaucoup de traitements. On avait l'impression de se préparer à ce qu'il pense qu'on mentait. Voilà nos principaux points d'attention. Donc, on a dû la question qu'on savait qu'on allait avoir de la part de notre fils de 8 ans qui était « Est-ce qu'il va mourir ?» Et encore une fois, notre façon de faire était d'être honnête, mais aussi d'être stratégique. Donc, on a dit, un jour, papa mourra de ce cancer. Mais ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas dans un avenir proche. Papa est vraiment en bonne santé en ce moment. Et puis, on va faire des choses pour empêcher le cancer de revenir. Et c'est le travail de maman et papa de s'assurer qu'on fait tout ce qu'on peut pour garder papa en bonne santé et empêcher le cancer de revenir. Mais il reviendra et un jour, il tuera papa. Et évidemment, c'est juste horrible à dire à tes enfants. Et notre cadette, elle a un peu compris, mais elle était aussi du genre « Je ne veux pas que tu meures et je veux que tu sois en bonne santé ». Notre fils de 8 ans le savait déjà, en quelque sorte, mais il l'a bien pris. Les vidéos d'Emily ont décollé. Elle a reçu beaucoup de soutien qu'elle a mentionné dans certaines publications. Nous avons tellement de chance de vous avoir, chacun d'entre vous, ainsi que cette communauté.
Je suis très reconnaissante. Je ressens beaucoup d'amour et de soutien. Et je sais que si je vous écrivais pour parler, vous seriez là pour moi. Mais dans toutes ces vidéos, il y a un fil conducteur de tristesse. J'espère que c'est un cauchemar et qu'un jour je vais me réveiller et qu'ils vont dire « c'était une blague ». Genre, juste pour rire, c'est une farce, tu n'es marié à personne, tu peux recommencer ta vie à zéro, ou ton mari n'a plus de cancer du cerveau, c'est fini, haha. Et j'ai juste une de ces journées où je me sens tellement désolée pour moi-même et je déteste ce sentiment et je pense que mon nez est si rouge parce que j'ai pleuré. Je pense que l'autre chose que je n'aurais pas dû faire mais que j'ai faite, c'est que j'ai pensé à toutes les couches d'inquiétude, de chagrin, de peur, tout. Je ne sais pas pourquoi je me suis permis d'entrer dans cette zone, de me fixer dessus et de penser à tout. Parce que c'est tellement accablant et ça me fait vraiment paniquer, comme si je me sentais juste triste pour nous. Les vidéos TikTok révèlent aussi la lutte d'Emily contre des problèmes de santé mentale. Les dernières semaines ont été... Ça m'a mise dans une situation difficile. Les derniers jours ont été vraiment durs pour moi et les semaines avant mon départ en voyage étaient tellement difficiles que j'étais dans un état vraiment malsain. Comme tout le monde que je vois me dit « Oh mon Dieu, tu as l'air incroyable, tu es tellement mince, tu es toute petite. » Et il y a 1 an, j'aurais dévoré ces compliments avec une cuillère. Mais je sens que je me flétris. Moi, quand je suis stressée, je me ferme complètement, j'ai mal au ventre. Je ne peux pas manger, je ne peux pas dormir, je ne peux rien faire tant que ce problème n'est pas résolu. Et évidemment, ce problème ne va pas disparaître. Et je dois l'accepter. Et je pense que ça a vraiment été difficile pour moi de reconnaître que, d'accord, ça ne va pas disparaître, ça ne va faire qu'empirer. Tu ne peux pas continuer à tout ignorer et espérer que ça disparaisse, parce que sinon je vais me désintégrer jusqu'à ne plus rien être. J'ai 3 enfants à m'occuper. Je traverse une période difficile, ce n'est pas un secret. Et je n'aurais jamais admis ça non plus, je pense, il y a longtemps. Pour ceux qui se demandent, non, je ne suis pas en thérapie. Je n'en suis pas encore là, j'y ai pensé. Ma copine, qui est thérapeute, est à fond là-dessus. Elle est prête pour quand le moment viendra. Et je lui dis, j'ai besoin que tu m'aides à trouver quelqu'un. Elle aura quelqu'un en numéro abrégé et je lui en suis aussi reconnaissante. Que mon entourage est intense. Ils respectent mon espace, mais ont précisé qui fait quoi et qui m'apporte quoi. Je leur en suis aussi reconnaissante. Cette phrase, pour moi, la prochaine, est peut-être la plus dévastatrice quand on sait ce qui attend Emily et sa famille. J'essaye de garder mes enfants au premier plan dans mon esprit en me disant « je suis leur maman et ils auront toujours besoin de moi ». Donc... Ce prochain extrait est le tout dernier TikTok qu'Emily ait jamais publié. D'accord, j'ai mis du maquillage et de vrais vêtements pour la première fois, en gros. Du maquillage depuis qu'on est allé au Cap en juillet et de vrais vêtements, Dieu seul sait depuis combien de temps. Alors, j'essaie de me sortir de cette routine. Je sais que je l'ai déjà dit, mais nos enfants ont vraiment du mal. Et maintenant, je commence à remarquer des changements chez notre petit de 3 ans, ce qui est difficile parce que il est trop jeune pour une thérapie. Je sais que les gens vont parler de la thérapie par le jeu. Nous l'avons déjà fait, je n'en vois pas l'intérêt. Il est clairement trop jeune pour une thérapie par la parole. Par exemple, la nuit dernière, il n'a pas pu dormir et est resté éveillé en pleurant. Il n'est jamais comme ça et j'ai commencé à remarquer qu'il bougeait plus la nuit et qu'il avait simplement plus de mal. Et c'est tout simplement dévastateur. Mais je suis déterminée à recréer une certaine normalité. Nous allons descendre la rue chez nos voisins qui sont de proches amis avec plusieurs de nos autres amis. Je ne pense pas que mon mari viendra. Peut-être qu'il viendra parce que c'est juste en bas de la rue. Ce n'est qu'à quelques maisons d'ici. Mais c'est important que mes enfants soient avec leurs amis
Et j'ai tellement eu du mal, j'ai vraiment été déprimée et je suis devenue très recluse. Non, je voulais juste être avec mes enfants et mon mari. Et même si ça peut me sembler bien, je ne pense pas que ce soit bon pour moi. Cela étant dit, je fais un changement. Ça commence aujourd'hui. Je vais commencer à m'habiller. Je ne vais sans doute pas me maquiller car je n'en porte que rarement, sauf pour sortir. Mais j'ai besoin de redevenir plus sociable. J'étais autrefois la personne la plus sociable de cette planète. Au cours du mois dernier, j'ai pratiquement refusé 98% de toutes les invitations. Mes enfants doivent voir leurs amis, alors obligez-moi à respecter ma parole. Aujourd'hui, je change de perspective et je fais un effort pour sortir de ma dépression et faire cela pour ma famille. Cela étant dit, bon samedi, j'espère que tout le monde passe une journée fantastique. Je vais passer une journée fantastique. Et tout cela nous amène au 18 août. Quelqu'un a demandé un contrôle de bien-être pour la famille. C'est alors que les premiers intervenants ont fait la macabre découverte. Ryan, le père, avait été abattu plusieurs fois. Les enfants, Parker et sa fille Ryan, avaient chacun reçu une balle. Leur frère de 3 ans était sain et sauf. Selon le département de la justice du New Hampshire, d'après les informations disponibles à ce moment-là, il semble que dans les premières heures du lundi 18 août 2025, Mademoiselle Long a pris une arme à feu dans la maison et a causé la mort de Ryan Long et de ses 2 enfants, Parker et Ryan. Puis elle s'est donné la mort immédiatement après. Bien que les enquêteurs prennent connaissance de diverses préoccupations ou problèmes en cours dans le foyer au moment des faits, il ne faut pas spéculer en pensant que cet événement a été causé par une seule raison ou un seul facteur de stress. Les autorités ont aussi donné la cause du décès de chaque membre de la famille. La médecin légiste adjointe Abigail Alexandre a autopsié aujourd'hui les 2 mineurs, Parker et Ryan Long. La docteure Alexandre a conclu que les 2 enfants sont morts d'une balle à la tête et que c'était un homicide. La médecin légiste en chef, Jenny V. Duval, a pratiqué les autopsies sur les 2 adultes, Ryan Long et Emily Long. La docteure Duval a conclu que M. Long est décédé d'un homicide causé par plusieurs blessures par balle. La docteure Duval a déterminé que la cause du décès d'Emily Long était une seule blessure par balle à la tête et que sa mort était un suicide. C'est l'un de ces cas où nous savons ce qui s'est passé, mais nous ne savons toujours pas exactement pourquoi, ni ce qui a conduit à ces événements tragiques, ni vraiment ce qui attend le fils de 3 ans dont la vie a été épargnée. J'aimerais en savoir plus. Accueillons notre invité d'aujourd'hui, l'inspecteur à la retraite du New York Police Department, Tom Verney. Tom, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je voudrais débuter par une question simple. J'ai couvert de nombreuses affaires dans Scandale. Je sais que vous avez couvert beaucoup d'affaires pour le New York Police Department. Ce qui m'a frappé, c'est que nous avons une tueuse. Est-ce que c'est plutôt rare? Oui, merci de m'avoir invité. Et mon Dieu, quelle affaire horrible nous avons là. Oui, c'est un peu inhabituel. Je veux dire, vous savez, il y a des cas où, je ne veux pas dire des mauvaises filles, mais il y a des femmes qui commettent les mêmes types de crimes que les hommes. Historiquement, les hommes commettent la majorité des crimes auxquels les forces de l'ordre font face. Mais il arrive parfois que l'on tombe sur une affaire comme celle-ci où l'auteur est une femme. Et je ne vais pas dire que c'est inédit. J'ai couvert de nombreuses affaires impliquant des femmes, toi aussi, mais cela reste plus rare, surtout quand on ajoute le fait qu'il s'agit d'une annihilation familiale. Ce n'est pas une simple dispute domestique, il s'agit d'un mari et de 2 enfants qui ont également été tués. Ça m'a vraiment interpellée. Est-ce que cette histoire d'annihilation familiale t'interpelle aussi? Oui, je veux dire, c'est un cas tellement tragique. Je veux dire, c'est tellement malheureux que ça ait dû en arriver là. Beaucoup se rappellent, je pense, que l'un des cas les plus célèbres est sûrement celui de l'horreur d'Amityville, n'est-ce pas? Où toute une famille a été massacrée dans leur maison. Vous savez, l'auteur de ce crime était un homme. Mais vous savez, quand on entend parler de ces cas où toute une famille disparaît soudainement, c'est juste, ça dépasse l'entendement. Peu importe les circonstances, c'est tout simplement tragique d'entendre parler de quelque chose comme ça. Et à une époque où l'on se demande, vous savez, est-ce que cela aurait pu être évité d'une manière ou d'une autre au final? Et la réponse est toujours oui. Mais dans ce cas précis, nous avons, vous savez, un mari, une femme, des enfants, à l'exception d'un enfant qui a tout simplement disparu soudainement de la surface de la Terre. Et c'est tout simplement stupéfiant d'entendre cela.
Quand vous en parliez, je m'imaginais, ainsi que ma famille et ma maison, et sûrement beaucoup de nos téléspectateurs aussi. Votre maison, c'est l'endroit où vous êtes censé vous sentir le plus en sécurité. L'idée qu'un inconnu entre est terrifiante, mais pire encore si c'est quelqu'un de votre entourage, une personne à qui, comme mère, vous avez confié l'école, préparé à manger, soigné, fait tout ce qu'on doit faire, quelqu'un en qui vous deviez avoir confiance. Et puis, tout à coup, comme si un interrupteur s'était enclenché, tout change. Il y a beaucoup de questions sur pourquoi cela est arrivé. Et je sais que la santé mentale est un élément sous-jacent dans tout cela. Mais est-ce que les enquêteurs veulent savoir ce qui a déclenché cela? Pourquoi cela s'est-il produit? Oui, je veux dire, on voit ça bien trop souvent dans la société aujourd'hui où des gens souffrent et je ne veux pas diaboliser, vous savez, les problèmes de santé mentale, mais il y a tellement de ressources disponibles pour tous ceux qui traversent des difficultés, n'est-ce pas? Et ressentir que la seule issue est d'éliminer tous ceux que vous aimez, c'est justement ça qui ne passera jamais, surtout pour cette famille et les amis de cette famille. Vous savez, ils ne se remettront jamais du fait que tout ce qu'elle avait à faire, c'était de chercher de l'aide auprès de quelqu'un et d'obtenir une intervention pour empêcher cette tragédie incroyable. Ceux qui connaissent bien cette famille n'accepteront jamais cela. Et je ne veux absolument pas jeter la moindre ombre sur les problèmes de santé mentale. Je veux dire, j'ai littéralement un rendez-vous chez le médecin demain pour augmenter mon traitement contre l'anxiété et la dépression. Nous y faisons tous face ou connaissons quelqu'un qui en souffre. Je ne veux absolument pas jeter la honte là-dessus, mais il y a une différence entre avoir, tu sais, des problèmes de santé mentale et lutter contre soi-même, et ensuite passer au niveau supérieur en assassinant son mari et 2 de ses 3 enfants. Je veux dire, franchir ce seuil, passer de ces pensées terribles et de lutter contre ce que c'est, tu sais, quel que soit son diagnostic, à réellement appuyer sur la gâchette et commettre ces crimes. Je veux dire, il y a une grande différence, non? Ouais, je veux dire, écoute, j'ai assez de stress post-traumatique pour étouffer un cheval. Et malheureusement, au fil des années, je connais plus d'agents qui se sont suicidés que d'agents morts en service. Et je vois encore que cela se produit. Donc, vous savez, quand vous arrivez à ce point où vous êtes un peu au bord du gouffre et que vous sentez que vous comprenez ce que c'est d'être dans un endroit vraiment sombre. Je veux dire, je comprends. Mais quand vous y êtes, c'est une chose de penser, vous savez, au suicide. C'en est une autre de penser à entraîner avec soi tous ceux qu'on aime dans ce suicide. C'est juste que, oui, surtout les enfants, vous savez, qui sont impliqués là-dedans. Donc, vous savez, il y a tellement de moyens différents auxquels les gens peuvent accéder de nos jours. Et même quelque chose d'aussi simple que de parler à un ami, vous savez, parler à... Si vous êtes de quelqu'un qui pratique une religion, parler à un prêtre, à un rabbin ou autre, parler à un conseiller, faire une thérapie. Aujourd'hui, il existe de nombreuses façons de consulter un thérapeute, y compris en ligne. Donc, pour moi, arriver à ce point où vous allez franchir cette limite et commettre ce genre d'acte qui est permanent pour toutes les personnes concernées, c'est justement cette partie où heureusement, je ne suis jamais allé aussi loin, vous voyez, là où certaines personnes vont, où elles sentent qu'il n'y a pas d'autre alternative que de commettre cet acte final pour elles-mêmes et pour tous ceux qui les entourent à ce moment-là. Je veux dire, vous l'avez dit vous-même tout au long de cette interview. C'est une tragédie tellement évitable quand on doit parler d'une famille presque entière qui meurt en un instant. C'est tellement difficile à comprendre, à traverser et à en parler. Et j'imagine que le mobile, c'est vraiment une grande question dans tout cela. Je sais que beaucoup de gens se demandent probablement ou pensent au fait que le père avait reçu un diagnostic de cancer en phase terminale. La mère en a parlé ouvertement dans ses vidéos, disant « Oui, papa va mourir de ça ». C'est comme ça, c'est le diagnostic. Et donc, je me demande si cela n'a pas un impact énorme sur tout ça, le fait qu'elle devait faire face à la perte inévitable de son mari, le père de ses enfants. Ils seront en deuil. Penses-tu qu'il puisse y avoir autre chose? Quel est ton avis sur le mobile? Oui, son diagnostic de cancer en phase terminale est déjà terrible, non? Donc tu avais ce cancer incurable. Je viens de perdre un ami atteint d'un cancer du pancréas. Il avait 30 et j'ai 3 mois à vivre. Horrible, non? Donc, on reçoit ce genre de diagnostic où il n'y a aucune issue, il n'y a aucun traitement. Vous êtes désormais en compte à rebours. C'est déjà assez dur à entendre, non?
Donc rien que ça, la dépression et l'anxiété sont amplifiées 1000 fois. Parce que maintenant, elle sait que dans peu de temps, elle va devenir veuve. Et maintenant, elle a 3 enfants. Donc, devoir maintenant gérer toute la folie de la vie et en plus, élever 3 enfants. Passer du fait de le faire à 2 au fait de devoir tout faire seule. Je peux seulement imaginer le stress et la pression qu'elle vivait. Je comprends, et je ne prends pas ça à la légère, tu sais. Cependant, quand elle a publié ça en ligne, c'était en soi un appel à l'aide, non? Tu le mets en ligne, comme pour dire à tout le monde, voilà ce qui se passe, je n'arrive pas à croire que ça m'arrive. À quel point c'est horrible, et ça l'est, c'est totalement injuste. Et ce sont tous les deux de jeunes personnes avec de très jeunes enfants. Nous pensons continuer dans nos 70, 80, voire 90 ans avec des petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Mais maintenant, vous réalisez soudain, non, nos vies, du moins celles de mon mari, seront écourtées bien trop tôt. Et à quel point c'est terrible et le stress croissant qu'elle devait ressentir devait évidemment être accablant. Mais encore une fois, vous savez, je reviens au fait que lorsque vous partagez ce genre de choses, vous auriez espéré que quelqu'un regardant ces vidéos aurait réagi avec un certain soutien, peut-être en mettant un lien dans les commentaires. Vous savez, c'est là que vous pouvez aller chercher de l'aide. Vous savez, aller consulter un thérapeute pour en parler, ou un membre du clergé, ou quelqu'un pour intervenir. Surtout quand il semblait qu'elle devenait désespérée et ne trouvait aucune issue. Elle s'est retrouvée acculée avec le sentiment qu'il n'y avait aucune autre option disponible pour elle. Je pense que quelqu'un aurait dû, vous savez, essayer de tendre la main, que ce soit la famille, des amis, ou même un inconnu sur Internet et dire « Hey, moi aussi, je suis passé par là. Je suis vraiment désolé pour ça. Tu traverses une période difficile, mais voici où tu peux, tu sais, chercher de l'aide ou du soutien dans ce que tu vis en ce moment. » Et tu as raison, je veux dire, tu as mentionné l'une de tes amies. Je suis sûre que chacun connaît quelqu'un qui a eu un cancer ou a traversé ce parcours. Tant de personnes sont concernées. Et je dirais que dans certains des commentaires que j'ai vus sur ces TikTok, des gens disaient, tu sais, je suis là pour toi, je suis passé par là. Elle a publié quelques messages à ce sujet où certains de ses amis étaient prêts à appeler un thérapeute. Elle a dit qu'elle n'était pas prête. Tu as raison. Il faut qu'il y ait, tu sais, cette famille de soutien ici qui se soutient mutuellement parce qu'on traverse tous des moments difficiles comme celui-ci. Parlons davantage des vidéos sur les réseaux sociaux, surtout des TikTok. C'est intéressant parce que tu as dit au début que c'était un signe d'alerte. Elle demande de l'aide, et c'est vrai. J'ai vu de nombreuses vidéos d'elle et je suis d'accord. Elle disait clairement « Je ne vais pas bien ». Je ne tiens qu'à un fil, genre « Ça ne va pas du tout ». Est-ce que c'est quelque chose que les enquêteurs examineraient ensuite? Toutes ces publications sur les réseaux sociaux, ces vidéos, peut-être même des vidéos qu'elle a faites sur son téléphone et qu'elle n'a pas publiées, est-ce qu'ils regarderaient ce genre de choses? Oh oui, bien sûr. Je veux dire, écoutez, on veut pouvoir rassembler les différentes pièces de ce puzzle et relier les points pour essayer de donner un sens à tout ça. Je ne pense pas que cette tragédie aura un jour vraiment du sens pour la plupart des gens, que ce soit la famille, les amis ou même les enquêteurs d'ailleurs. Cependant, il doit y avoir quelque chose qui l'a poussée à prendre cette décision définitive, non seulement pour son mari, mais aussi pour elle-même et malheureusement pour ses enfants. Et je pense que pour certaines personnes, ils pourraient probablement, vous savez, peut-être même donner leur avis en disant « Bon, eh bien, son mari était en phase terminale. » Et, vous savez, peut-être que dans certains cas, je ne sais pas si c'est le cas dans cette situation ici. Il y a même un pacte qui est conclu. Vous savez, vous avez ce conjoint en phase terminale et il dit « D'accord, eh bien, je veux que tu me sortes de cette situation. Je ne veux pas suivre de traitement. Je ne veux pas dépérir jusqu'à ne plus être rien. Je veux que tu prennes cette décision et que tu me sortes de là. » Le conjoint pourrait alors dire « Si tu pars, je ne veux plus rester non plus. » Mais emmener les enfants avec eux, c'est justement cet aspect-là qui ne passera jamais, je pense, pour quiconque est concerné. Et la culpabilité du survivant ressentie par la famille et les amis autour d'eux, cela va être encore plus amplifié. Le fait qu'ils soient partis et que maintenant, vous savez, 2 des 3 enfants sont partis aussi. Donc, oui, mais en revenant en arrière et en regardant cette trace, les publications sur les réseaux sociaux, les vidéos, peut-être des notes manuscrites, peut-être qu'elle a un journal intime d'une certaine sorte.
Ce sont des choses qui vont certainement être examinées parce qu'on veut essayer de donner un sens à ce que la plupart des gens considèrent comme un acte insensé. Quelque chose que vous avez mentionné là, et honnêtement, l'une des premières choses à laquelle j'ai pensé en faisant des recherches sur cette affaire, c'est le fait que presque toute la famille a été décimée dans cette tragédie, à l'exception d'une seule personne. 3 enfants étaient présents. Le plus jeune, un garçon de 3 ans, a survécu. Les enquêteurs ont indiqué être arrivés sur place. C'est horrible et terrifiant. Et pourtant, ce tout petit n'a absolument aucune blessure. Il va bien, sauf les éventuels problèmes psychologiques après avoir vu tout ça. Pourquoi cette vie, ce petit garçon de 3 ans, a-t-elle été épargnée? Les autres n'étaient guère plus âgés. Je veux dire, je ne dis pas... Enfin, je suppose que je ne veux pas dire de bêtises ici, mais j'essaie juste de comprendre. Qu'en pensez-vous? Oui, je veux dire, Écoutez, il y a 3 enfants ici. Si je ne me trompe pas, je crois qu'ils ont 9 ans, 8 ans et 3 ans. Alors, pourquoi le petit de 3 ans a-t-il été épargné dans ce cas? Vous savez, on ne le saura jamais. Est-ce que ce petit de 3 ans aura certainement, vous savez, toute une vie de thérapie devant lui? Je l'espère, parce que devoir vivre quelque chose comme ça, même à l'âge de 3 ans, c'est assez vieux, pour comprendre des bribes de ce qui s'est passé ici. En dehors du fait que même au niveau le plus basique, cet enfant de 3 ans va se rendre compte que ses frères et sœurs ne sont plus là et que ses parents ne sont plus là. Et s'ils ont effectivement été témoins de la violence elle-même, mon Dieu, c'est quelque chose qu'un enfant de 3 ans ne devrait jamais voir. Personne ne devrait jamais voir cela. Honnêtement, les intervenants arrivés sur place en entrant dans une telle scène, c'est encore ce qui alimente, vous savez, le syndrome de stress post-traumatique dont j'ai parlé plus tôt. Quand on passe 2-3 décennies dans les forces de l'ordre, on voit encore et encore simplement les pires aspects de l'humanité. Face à une affaire comme celle-ci, la voir est une chose. J'ai vu des gens poignardés et abattus, et bien sûr tout ce qui était lié au 9-1-1 et tout ce qui s'est passé ce jour-là et les jours qui ont suivi. Mais arriver sur une scène comme celle-ci, surtout quand des enfants sont impliqués, on ne devrait vraiment pas avoir à voir quelque chose comme ça. Même dans les forces de l'ordre, même en tant qu'ambulancier, on s'attend à voir potentiellement quelque chose comme ça. Mais quand cela se présente, c'est quelque chose pour lequel on n'est pas préparé et c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Peu importe combien de thérapies ou de discussions avec quelqu'un on pourra avoir à un moment donné, que ce soit avec des conseillers au travail ou une thérapie extérieure. Malheureusement, ces choses restent à jamais dans votre esprit. C'est pourquoi nous encourageons toujours les personnes qui traversent des difficultés, quelles qu'elles soient. Et quel que soit votre âge ou votre profession, essayez de trouver quelqu'un. Il y a quelqu'un dans votre vie, que vous le croyiez ou non à ce moment-là, qui sera prêt à vous écouter. C'est un ami ou un membre de la famille, quelqu'un au travail, où il y a des professionnels qui existent. C'est pour cela qu'ils sont payés. Écoutez ce que vous leur dites et essayez de vous offrir une voie à suivre pour que vous puissiez voir cette lumière au bout du tunnel, pour que vous ne fassiez pas quelque chose de précipité et potentiellement irréfléchi en pensant que c'est la meilleure des options qui s'offrent à vous. C'est un si bon rappel pour nous, pour nos téléspectateurs, pour tous ceux qui regardent ou écoutent ceci, qu'il existe de l'aide, qu'il y a des ressources et que vous n'êtes pas seul. Je veux dire, au final, dans cette histoire, c'est tellement déchirant, insensé et évitable. Sujet difficile, mais merci Tom d'être venu sur Scandale et d'avoir partagé votre avis. Merci de m'avoir invité, j'apprécie vraiment. Avant de conclure cet épisode de Scandale, je souhaite évoquer le plus jeune fils Long, ce garçon de 3 ans dont nous n'avons pas cité le nom. Il est resté avec la famille depuis que tout cela est arrivé. Je sais que beaucoup d'entre nous se posent des questions à ce sujet, et c'est là qu'il se trouve actuellement. C'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui de Scandale. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune mise à jour sur cette affaire ou sur d'autres sujets liés au true crime. Et vous pouvez aussi nous envoyer des informations à scandale@laonecrime.com. Merci d'avoir regardé l'épisode d'aujourd'hui de Scandale. Je suis Sierra Gillespie, à la prochaine fois.